en majesté dans notre éblouissant studio. Merci beaucoup, c'était bien de vous avoir dans cette émission. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Je suis un peu énervé, les amis, car hier, nous avons eu un débat passionnant sur Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine. Oui. Combien d'habitants, Samantha, de Kharkiv ? 1,2 million. 1,2 million. Avant la guerre. Ouais. Bon. Kharkiv, on a dit attention, Kharkiv est menacé, Kharkiv pourrait tomber. Tout le monde, vous le premier m'avez dit, mais mon pauvre Éric Brudet, mais qu'est-ce que c'est que ces outrances ? Mais non, Kharkiv va bien, etc. Bon, dans la nuit, pendant que vous disiez cela, Volodymyr Zelensky a dit à ses troupes, on va faire un repli stratégique, repli en bon ordre, c'est trop chaud tactiquement, stratégiquement et militairement pour nous. Les Russes ont avancé, donc bien évidemment Kharkiv n'est pas prise, loin s'en faut. Mais militairement, la position devient difficilement tenable. Vous verrez ce que vous direz. C'est à ce moment-là que vous prenez une soufflante, Sergueï. On verra ce que vous direz pour votre défense dans un instant. Les faits d'abord. Oui, d'abord, une image forte. Les choses s'accélèrent sur le terrain. Elles bougent tellement que Volodymyr Zelensky a annulé tous ses déplacements prévus en fin de semaine en Europe. Oui, car l'urgence est sur le front. Il aurait dû être en Espagne aujourd'hui. Il aurait dû être au Portugal à la fin de la semaine. Merci. Pedro Sanchez l'attendait aujourd'hui pour négocier un accord de sécurité et un transfert de patriotes. Tout a été annulé dans la précipitation au dernier moment. Pourquoi ? Eh bien regardez, parce qu'au nord-est du pays, du côté de Kharkiv, deuxième plus grande ville du pays, on le rappelle, l'armée ukrainienne recule. Alors, on en parle déjà depuis plusieurs jours, mais on sait qu'elle était en difficulté sur deux fronts, au nord et au nord-est de la région de Kharkiv. Eh bien, aujourd'hui, les Russes annoncent de nouvelles avancées. Regardez l'évolution. Elle est incroyable cette carte. Alors à gauche, c'était le 12 mai. À droite, là, qui est à côté de moi, c'est le 15 mai. 72 heures. 3 jours. 72 heures séparent ces deux cartes. Oui. Alors c'est anodin, mais regardez en haut, vous voyez, voilà. Il se rapproche de plus en plus de Lipsti. Vous le voyez sur non, mais c'est pas très impressionnant, mon général. Mais en 3 jours, il gagne des kilomètres. Mais non, il gagne des kilomètres, 2, 3. Ça s'appelle du freinage, ça. C'est militaire. Enfin, écoutez, non, mais il faut arrêter de fantasmer. Laissez-le parler. Non, il faut arrêter de fantasmer. Pourquoi les habitants fuient alors ? Pourquoi les habitants fuient ? Non, mais les habitants fuient quand il y a. D'abord, on les demande de fuir, et puis quand on est sous les bombes, c'est pas confortable, on fuit. Donc c'est dommageable. Mais regardez le 12 et le 15 mai, vous voyez une grosse différence. On nous explique pas que Kharkiv. Moi, je persiste que Kharkiv n'est pas en train de tomber. Bien entendu. Non, on dit pas ça. On dit que c'est en train de se rapprocher. C'est en train de se rapprocher. Je vais quand même vous dire, freiner la définition de l'OTAN. Selon le TTA 106, gagner du temps en perdant du terrain, en ralentissant le rythme de l'adversaire, en lui causant le maximum de dégâts possibles et en évitant, si possible, de s'engager de manière décisive. C'est très exactement ce qui se passe actuellement. C'est une manœuvre militaire. Ils ont vraisemblablement été pris en défaut. Et ça, effectivement, il y a sûrement des responsabilités, il n'y a aucun doute. Ukrainiennes, ils ont été pris en défaut et ils pouvaient pas être surpris par ce qui allait arriver. Le front était mal organisé, clair. Mais aujourd'hui, les Ukrainiens manœuvrent, c'est-à-dire qu'ils échangent du terrain contre du temps, de manière à pouvoir engager les forces et les réserves nécessaires. Et donc là, ce que l'on voit, c'est pas un front qui est en train de craquer. Quand j'entends, moi, ça me fait hurler quand j'entends parler de percée. Il n'y a aucune percée, il y a une poussée. Elle est indéniable. Il y a une faiblesse ukrainienne, elle est indéniable. Il n'y a aucune percée sur Kharkiv et certainement pas avec 35 000 à 50 000 hommes. Vous n'allez nulle part avec 35 000 à 50 000 hommes. Très bien, en général. Vous serez comptable de ce que vous dites devant l'histoire. Je prends le pari. Voilà. Vous pouvez quand même reconnaître en tout cas que les soldats ukrainiens sont en difficulté. On va vous montrer quelques images, notamment des Ukrainiens qui prennent la fuite. Ils manœuvrent, comme vous dites. Donc là, sur ces images qu'on va peut-être voir d'un instant à l'autre, je ne sais pas, dans les environs de Vovchansk. Ça y est, ça arrive. Donc les soldats ukrainiens qui sont en train de prendre la fuite, on le rappelle, ils semblaient tenir, donc au nord-est de Kharkiv. Là maintenant, cette fois, ils partent sans matériel. D'ailleurs, ils partent dans la précipitation. C'est ce qu'on nous dit dans la vidéo, en tout cas. On a aussi des images de soldats russes qui ont pénétré pour la première fois dans la ville, donc toujours dans cette ville de Vovchansk. Donc là aussi on a ces images. Donc cette fois ce ne sont pas des Ukrainiens, ce sont des Russes qui sont en train de pénétrer dans cette ville. Et on a aussi une déclaration ville qui est tenue
sur le papier, Ukrainiens. quand on regarde une carte qui est tenue, qui est une ville ukrainienne. Donc on a des Russes qui rentrent dans une ville, sur le plan cartographique, tenue normalement par les Ukrainiens. Et alors, pour vous donner raison, parce qu'on n'est pas là, évidemment, pour vous donner tort à chaque fois, regardez ce qu'a dit l'état-major ukrainien. Dans certaines zones, en réaction aux tirs et aux assauts, nos unités ont manœuvré vers des positions plus favorables afin de sauver les vies de nos soldats. C'est freiné, c'est la définition exacte de ce que je vous ai donné avant, qui est une définition de l'OTAN, que j'ai notée avant de venir, justement, parce que elle vient du TTA 106 de l'armée française, page 222. Voilà. Donc, je vous donne maintenant la définition de Vladimir Poutine. Écoutez-le. Ah, bah oui, là on est d'accord. Et ça s'appelle également une défense d'usure. Une défense d'usure. Une défense d'usure. Vladimir Poutine. Nos troupes améliorent constamment, chaque jour, leur position dans toutes les directions. Je le répète, elles accomplissent toutes les tâches fixées par le ministère de la Défense et l'état-major général. Plus vous travaillerez efficacement sur la ligne de contact, plus nous aurons de chances de résoudre cette question de manière pacifique. C'est ce que nous avons toujours cherché à faire, et j'en ai toujours parlé. Sergueï Gernov. Ça fait 2 ans et demi que cette première ou deuxième armée du monde est en train de se casser les dents sur un pays qui n'existe pas et sur l'armée qui n'existe pas, selon Poutine, selon le même Poutine. Poutine nous a déclaré depuis 2 ans et demi, tout se déroule comme prévu. C'est-à-dire, il a prévu d'abord rentrer, après se retirer, après perdre un demi-million de personnes, peut-être même plus, tués et blessés. Et maintenant, il se reprend un tout petit peu de trucs. Pourquoi ? Parce que les Américains ont passé 6 mois à ne pas donner les armes aux Ukrainiens. Ça veut dire que tout ce qui se passe actuellement en Ukraine, il y a 2 personnes qui sont responsables de ça, c'est Donald Trump et Joe Biden. Il y a 2 présidents américains qui ont passé le temps, 6 mois, à se tirer la barbichette interne dans la lutte dans cette élection américaine pour ne pas parce que Joe Biden n'a pas utilisé la formule qui a été votée par le Parlement il y a 1 an et demi, qui pouvait lui permettre de ne pas passer par le Parlement et de faire de l'end-lease, ce que les Américains ont fait avec l'Union soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont voté et Biden n'a jamais utilisé ça, n'a jamais mis en place le fameux end-lease. L'end-lease. Voilà. Donc les démocrates sont aussi responsables que Trump. Bien évidemment, Trump c'est le premier responsable, mais les démocrates, bien évidemment, c'est ce que je dis. Mais les démocrates avaient pu aussi, parce que les démocrates ont joué, parce qu'ils ont mis dans le même paquet, et justement pour freiner le truc, ils auraient pu départager. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé pour le vote le 20 avril ? Ils ont séparé en 4 billes et ça a été voté. Mais s'il avait fait au mois d'octobre, peut-être ça aurait été voté au mois d'octobre. Ils avaient mis dans un package législatif. Et donc il y a eu un blocage. Et donc en fait maintenant, bien évidemment, l'Ukraine souffre. Et c'est ça. Moi je suis d'accord avec vous, mon général. C'est que en fait on nous attend actuellement. Vous voyez, les Russes attaquent, l'Ukraine va tomber, Kharkiv va tomber, etc., etc. Mais c'est révoltant. Mais non, il se passe pas actuellement rien sur Kharkiv. En fait, vous savez, c'est même sur les 30 ou 50 000 hommes qui étaient amassés sur la frontière. On a parlé hier aussi. Les Ukrainiens savaient qu'ils sont de l'autre côté de la frontière, mais ils n'avaient pas l'autorisation d'utiliser les armes occidentales pour détruire ce groupement des Russes. S'ils avaient la possibilité de le faire, ils auraient détruit ce groupement, et ce groupement ne serait jamais arrivé à la frontière ukrainienne. Et d'ailleurs, il y a eu un petit bouger quand même de la part des Américains pendant le voyage de Blinken à la conférence de presse aujourd'hui entre Blinken et Kuleba. On a demandé à Blinken, est-ce que vous autoriserez les Américains à frapper le territoire russe avec des armes américaines ? Blinken a répondu, nous n'avons ni encouragé ni facilité les frappes sur le territoire russe.
mais c'est à l'Ukraine de prendre la décision qu'elle doit prendre pour la défense de son territoire. Et ça, c'est nouveau, oui. C'est quand même un gros bouger. Et Blinken, qui je crois se sent très mal après avoir joué à la guitare dans un bar de Kiev pendant que des Ukrainiens sont en train de mourir sur le front, à cause du fait que Sergueï vient de décrire, c'est que les Américains n'ont pas livré ces armes. Donc là, aujourd'hui... évidemment que cette réponse était prévue, c'est pas en réponse aux critiques qu'il a eues de hier, mais là les Américains, les Ukrainiens commencent à être très exaspérés par les Américains. Vous avez en régie là, les images du secrétaire d'État américain, de Blinken, qui joue de la guitare électrique dans un bistrot, à Kiev, dans un bar. Attendez, je veux voir ça, moi. On écoute le secrétaire d'État américain à Kiev, dans un bar de nuit. Ça, il jouait du Neil Young. Non, mais vous imaginez les gens à Kharkiv qui regardent ça ? Vous imaginez les gens qui sont sur les bombes des Russes qui regardent ça ? Oui, on imagine effectivement, mais c'est le secrétaire d'État américain fait ce qu'il a envie de faire et il est dans un poste où vous n'êtes pas. Il a décidé de le faire et effectivement, c'est peut-être une erreur de sa part, une erreur de com. Les Américains peuvent aussi commettre des erreurs de com, mais c'est vrai que je trouve, moi, en tant qu'observatrice, que c'est très intéressant de voir comment c'est analysé sur place, comme Samantha l'a dit. Il y a ceux qui ont approuvé et il y a ceux qui trouvent que c'est absolument indécent. Et moi, je voudrais reprendre sur le brouillard de la guerre, parce que par rapport à ce que le général Richoud a dit, ce que Sergueï Girnov a dit, etc., on est véritablement là avec ce qui se passe, ou ce dont on ne sait pas ce qui se passe aux alentours de Kharkiv, c'est-à-dire si véritablement les Russes ont l'intention de prendre cette ville, s'ils ont les capacités de la prendre, dans le brouillard de la guerre. C'est-à-dire que Vladimir Poutine, lui, en bon stratège évidemment, il avance, comme d'habitude, en disant qu'il avance beaucoup et qu'il avance sans doute plus que la réalité et qu'ils sont en train de gagner. C'est de bonne guerre, c'est ce que dit Vladimir Poutine. Et de l'autre côté, on a une communication complètement différente de la part des Ukrainiens qui, je trouve, a beaucoup changé. Et moi, je m'interroge sur justement les raisons de ce changement, comme si du côté ukrainien, on voulait maintenant appuyer sur le côté dramatique, sur le côté que justement, sous-entendu, bien sûr, c'est à cause de vous les Occidentaux. Souvenez-vous qu'avant, il le disait de façon plus directe. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a un autre type de communication, mais pour aboutir aux mêmes conclusions. Intéressant. Je l'ai dit, je vais vous montrer. Ils n'exagèrent pas du tout. Hein. Ouais. Ils disent non, mais ils exagèrent pas. Non. Ils exagèrent. Non, ils exagèrent. Je crois. Non, je peux dire un mot, Sergueï ? Bien sûr. Je peux dire un mot quand même ? Bien sûr. Voilà. Débattons, parce que sinon, c'est un monologue. Je considère que la situation sur le terrain est très difficile. Zelensky avait 2 voyages très importants, un à Madrid et un à Lisbonne, qu'il a dû annuler. Oui, ça c'est grave. Lorsqu'on est le président ukrainien et qu'on doit aller signer à Madrid un accord de sécurité globale, tout était préparé. On allait là-bas pour demander également des armes. Sous la pression... Oui, mais c'est important. Très important. Bon, donc les annulations des visites à l'étranger de Zelensky sont un signe que la situation dans la région de Kharkiv est très mauvaise. Très mauvaise. Puisque vous parlez de la région de Kharkiv, on va aller à Vovchansk, c'est pas très loin de Kharkiv. C'est surtout tout près de la frontière avec la Russie. C'est tout près de la frontière. Qui est très disputée en ce moment. C'est la zone rouge de droite là qu'on voit sur la carte. Voilà, c'est ce qui est en rouge, qui est à l'est, 35 km sur la frontière. 17 000 habitants qui se préparent à évacuer. 17 000 habitants qui se préparent à évacuer. Regardez cette dame âgée, elle avait tenu bon, et là, elle part, elle quitte sa ville. Elle craque. J'ai pris 20 ans en 3 jours. Les avions volent comme des frelons. Des drones sont lancés sur nos maisons. Des soldats sont venus. Ils ont tiré sur un vieil homme et une vieille femme dans la cour. Pourquoi ? Aujourd'hui, ils emmènent les jeunes. Ils tremblent de peur. La police emmène tout le monde sous les tirs. Ils font monter les gens dans les voitures et tirent sur les personnes âgées. Il y a tellement de vieilles personnes au sol.
Bah oui, bah là on a tout le drame de la guerre en un témoignage, bien sûr. Ils sont toujours poignants, ces témoignages de gens qui nous rappellent la réalité. Et la réalité, c'est que ce soit finalement une percée ou pas une percée, qu'elle soit exploitée, qu'elle soit pas exploitée, que ce soit une poussée ou pas, eh bien ça a ces conséquences-là sur les habitants de l'Ukraine. Oui, on a aussi un autre témoignage, celui d'un soldat ukrainien qui est toujours dans cette ville de Vovchansk, au nord-est de Kharkiv. Alors lui, il explique exactement ce qui se passe, il fait un état des lieux de la situation. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 15 mai 2024. La police est présente dans la ville de Vovchansk. Les combats intenses se poursuivent. Nous évacuons les gens et aidons tout le monde. La situation à Vovchansk est extrêmement difficile. L'ennemi occupe des positions dans les rues de Vovchansk. Alors s'il vous plaît, évacuez. Nous aidons tout le monde. Parce qu'il faut les protéger. Et puis ensuite, il faut les nourrir. Il y a un coût logistique qui est énorme s'il reste des centaines de personnes dans les ruines dont il faut s'occuper. Donc effectivement, il est tout à fait normal qu'il appelle à l'évacuation de la ville pour laisser le champ libre aux opérations militaires. Donc vous, mon général, vous n'estimez pas encore que nous sommes dans cette guerre à un moment de bascule où les Russes reprennent la main. Non, mais là à vos chances qu'ils sont en situation difficile. Je dis que ça n'est pas un moment de bascule de la guerre. Non. D'accord. Mais bascule de la région. Non, pas de la région. Non. Mais Kharkiv, non mais franchement, là je vais mettre les pieds dans le plat. Mais attendez, je vais mettre les pieds dans le plat, mon général. Vous connaissez la carte. Ouais. Vous avez vu les villages qui sont en train de tomber. Vous avez vu. Est-ce qu'ils sont en train de tomber? Laissez-moi finir ou pas? Oui. Franchement, c'est compliqué ce soir. La ville de Kharkiv, si les Russes avancent, va être sous le feu russe. Ça, c'est quand même. C'est un sujet. Il faut qu'ils avancent. Non, mais on m'explique que les villages sont en train de tomber. Est-ce que Vovchansk est tombé? Mais est en passe de tomber. Vous n'en savez rien. Mais Stalingrad en novembre 42 était en train de tomber. Ils étaient à 100 mètres de la Volga. Personne n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Les gens sur place n'en savent rien. Mais non. Les gens sur place n'en savent rien. On a des témoignages de gens sur place. Non, mais les gens sur place, ils disent que la situation est difficile. Elle est difficile. Mais c'est pas à chaque fois qu'une situation était difficile à la guerre, on n'a pas perdu la guerre pour autant. Mais il y a un risque que Kharkiv soit sous le feu russe. Non, mais il y a un risque effectivement que Kharkiv soit sous le feu. Bon, c'est préoccupant. C'est préoccupant. Bon, on est d'accord. Sauf que le front n'est pas en train de craquer. Mais on n'a pas dit ça. On a dit que la situation est très préoccupante à Kharkiv. Préoccupante. Bon, alors attendez, avant de vous redonner la parole, je voudrais vous montrer juste une autre image. Il n'y a pas qu'à Kharkiv, aussi à 300 km de Kharkiv, l'armée ukrainienne recule. Moscou annonce un succès sur le front sud. Vous vous souvenez de Robotinier, qui avait été si dure à reprendre par les Ukrainiens, et bien ça y est, elle vient de retomber entre les mains des Russes. Donc on ne dit pas que la Russie est en train de gagner en Ukraine, on dit juste qu'elle a du mal. Ça n'est pas un point de bascule de la guerre. Ça, je le maintiens, je le prétends. Ça avec 35 à 50 000 hommes, il n'y a pas de bascule de la guerre. Il y a un moment de faiblesse difficile pour les Ukrainiens et qui peut encore durer, effectivement. Et ils n'ont peut-être pas fini de lâcher du terrain, mais je pense que dans les jours qui suivent, on va assister quand même à une consolidation. Quel renfort ils ont? En fait, c'est avec tout mon respect que je vous dois, cher Bruno. On se respecte tous, de toute façon. Bien évidemment. C'est l'avantage. On se respecte. Bien évidemment. C'est jamais bon quand ça commence comme ça. Non, mais ça n'est jamais bon. Non, le truc c'est que vous avez un regard civil sur la chose. Et un regard militaire, c'est un regard complètement différent par rapport à un regard civil. Parce que vous avez l'émotion que vous percevez dans les dépêches et dans les images qu'on perçoit. Les militaires, c'est comme les chirurgiens. Lorsque vous êtes dans la salle de chirurgie, vous voyez les litres de sang qui coulent du patient, vous aurez perdu déjà vos esprits. Qu'est-ce que vous en savez? Non mais un civil. Un civil dans le médecine. Un civil. Qu'est-ce que vous en savez, Sergueï? Pardon. Voilà. Non mais à ce moment-là, vous êtes un médecin. Donc vous savez ce que. Vous êtes mal tombé, Sergueï. Vous êtes mal tombé, Serguï. Non mais vous savez ce que le médecin. Mais le médecin ne réagit absolument pas comme n'importe quelle personne qui ne connaît pas la médecine. Les militaires ne réagissent absolument pas comme n'importe quelle médecine. Vous savez, Serguï, je me base sur des déclarations de militaires ukrainiens. Laissez-moi finir. Je me base sur des déclarations de militaires ukrainiens. Laissez-moi finir. Allez-y. Hier, on a eu ici, vous savez, cette information de Boudanov. Vous savez qu'aujourd'hui, Boudanov, il s'est fait tirer l'oreille par le président Zelensky. Parce qu'il avait bien dit que la situation était tu fermes ta gueule.
Le directeur du service, le directeur de service d'espionnage, ça ne parle pas aux médias. Il a peut-être dit la vérité ? Non. Parce que la vérité qu'il a dit hier a été déformée par les médias russes. A été déformée par les médias russes. Parce que Boudanov a dit, parce qu'il faut prendre toute la phrase, il a dit, la situation est dangereuse, elle est en train de tourner vers une situation critique, mais nous sommes maîtres actuellement de la situation et dans quelques jours, on va stopper et reprendre les kilomètres qu'on a laissé les Russes nous reprendre. D'accord. Et en fait, on a pris ça et les médias russes ont dit, Boudanov a dit la situation est critique. Ils ont oublié la deuxième partie de la phrase. Ils ont déformé la première partie, ils ont oublié la deuxième partie. Et donc, aujourd'hui, Zelensky a dit à Boudanov, lorsque tu donnes des interviews, tu fais gaffe quand même ce que tu racontes, parce que la situation, déjà, les Russes racontent qu'elle est difficile, etc., etc. Pour Robotny... Mais ça va continuer. Pour Robotny, attendez. En fait, le truc, c'est que tous les Ukrainiens disent qu'il y a une vraie ligne de défense de Kharkiv qui est à 15 km du front, à 15 km de la frontière. Et donc là, ce qui se passe actuellement, c'est ce qu'on appelle la zone grise. On vous a expliqué hier, on va expliquer encore une fois parce qu'il faut être pédagogue. Dans la zone grise, personne ne construit les fortifications parce que de toute façon, ni les Russes non plus. Les Russes, à 15 km de la frontière, de l'autre côté, il n'y a rien du tout. C'est pour ça que le RDK et la Légion russe va et vient comme dans le Gruyère. Parce que vous n'avez pas la possibilité de construire les fortifications lorsque vous êtes sous le feu ennemi. Et donc en fait la ligne de fortification est derrière et donc les Ukrainiens manœuvrent sachant que derrière eux il y a une vraie ligne de fortification. Et pour Robotny c'est exactement la même chose. Il y a une ligne qui a été là depuis 10 ans, depuis le début de l'opération dans le Donbass. Les Ukrainiens ont repris du territoire l'année dernière et puis maintenant c'est très difficile de maintenir et ils se sont dit puisque les Russes nous poussent, on va se replier un peu vers l'ancienne ligne. Robotiné, c'est... Samantha de Bendern. Robotiné, c'est Douaumont en 14-18. Oui. C'est la ville qui passe du côté allemand, du côté français, du côté allemand, du côté français. La Robotiné, elle a été ukrainienne, russe... 18-19, là, dans ces... Permettez un regard civilo-militaire sur la chose. L'objectif des Russes ne semble pas du tout être la prise de Kharkiv. Et comme l'a dit le général, avec 30 ou 50 000 hommes, ils ne vont pas prendre cette ville. Mais on en revient à cette notion de zone tampon que les Russes voudraient créer depuis les environs de Kharkiv jusqu'à les environs de Soumy. Donc en fait, leur objectif semblerait être de prendre une bande de terre d'environ 10 km de large pour repousser les Ukrainiens et donc rendre plus difficile les frappes ukrainiennes en territoire russe sur la ville de Belgorod où Anne était il y a quelques semaines. Et donc c'est vraiment de ça dont on est en train de parler, ce qui explique aussi ce fait de gratter village par village. Ils avancent, c'est incontestable qu'ils avancent, mais là, ce que les Ukrainiens essaient de faire, c'est de les retenir au maximum en attendant l'arrivée des armes américaines. Et là, les choses risquent de changer. Donc, si vous voulez, on est tous un peu alarmistes. C'est vrai que on est tous dans l'émotion. Je crois que c'est impossible. Même les militaires, je suis sûre que même les militaires ont des émotions quand ils... Il y a des militaires qui disent que la situation est très dure. Moi, je regarde la catastrophe. Tous les militaires ne sont pas d'accord en plus. Non, mais la situation est très dure, c'est évident. C'est ce qu'on dit depuis le début. Bon, général, on est d'accord. Ça finit bien. Ça y est, ça recommence. Moi, quand je dis qu'une situation est très dure, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont en train de perdre. Attendez, il y avait juste Samantha. J'ai perdu le fil de ma parole. Voilà. Je suis vraiment désolée. La zone tampon. Oui, non, mais c'est pas grave, j'ai perdu. Bon, mon général. Je voulais quand même juste vous montrer ce qu'a dit la Maison Blanche aujourd'hui dans le New York Times. Ça va aussi avec ce que vous disiez. L'administration Biden qui craint de plus en plus que le président Poutine ne prenne suffisamment d'élan pour changer la trajectoire de la guerre. Bon, franchement, je vous en veux. Franchement, dans ce débat, je vous en veux. Vous auriez dû
Dire ça tout de suite. Dire ça tout de suite. Ça aurait Mais vous changé auriez notre dû débat. dire ça tout de suite. Ça aurait changé Vous notre auriez débat. amené de l'eau au moulin de Renaud Pilat, c'est qui ça. courageusement tient la ligne de front face à un général et un ancien espion du KGB et une ancienne de l'OTAN. Ça remet une pièce dans la Moi, je machine. regarde les faits. Remettez-moi ça. Et S'il vous bien, plaît, est-ce que vous pourriez remettre ce visuel là qui montre ce que dit la Maison Blanche selon des journalistes du New York Times? C'est très intéressant. Est-ce que vous pourriez le remettre? Voilà, merci beaucoup. L'administration Biden craint de plus en plus que le président Poutine ne prenne suffisamment d'élan, là en ce moment, pour changer la trajectoire de la Et guerre. j'ajoute. Pardon, mais c'est exactement notre débat. Justement. Mais ça veut dire quoi? Non, mais moi, je vais ajouter quelque chose. Biden Voilà. dit exactement la même chose que Renaud Pilat. Biden dit c'est un point de bascule de cette guerre. Et Ça le- peut- C'est peut-être un point de bascule. S'il vous plaît. Le New York Times en remet une couche en disant qu'effectivement, là, il semblerait que la Russie a l'initiative. Ça, ce sont des termes militaires. Voilà, la Russie a l'initiative. Et que ça pourrait amener, c'est le New York Times qui le dit, ils ne l'ont jamais dit auparavant, à une perspective de négociation. Point d'interrogation. Voilà ce qu'écrit le New York Times aujourd'hui en analysant ce qu'exprime la Maison Blanche et des experts militaires américains. Et ça, ils ne l'ont jamais dit auparavant. Absolument. Voilà, tout simplement. Le Premier ministre tchèque a dit quelque chose à peu près similaire aujourd'hui. Le Premier ministre tchèque qui est très pro-ukrainien. Et Mais très pro-américain. moi, je voudrais revenir un petit peu au début de nos discussions. Tchèque, oui, pardon, je pensais au Slovaque. Non, tchèque. Mais dans toutes les guerres, il y a des hauts et des bas. C'est pas parce que les Ukrainiens sont en train de perdre du territoire flux, des aujourd'hui que reflux. ça veut dire que c'est la fin. Parce que vous Non, pensez que personne n'a dit que c'était Poutine la a fin. envie de négocier. Poutine qui vient de mettre au ministère de la Défense un technocrate qui va renforcer tout le complexe militaro-industriel pour les années à venir. Vous pensez qu'il va se satisfaire d'un petit bout de l'Ukraine, qu'il a envie de négocier, lui? Mais Tout le monde parle de négociation comme si Poutine n'attendait que ça, mais il ne se comporte Bien pas sûr du que non, tout comme absolument. quelqu'un qui a la Mais, moindre intention Samantha, de négocier. D'accord avec Samantha. Mais Samantha, vous parliez, moi, deux petits points. Je reviens sur l'annulation des déplacements à l'étranger de Zelensky. Je pense pas que c'est pour aller Oui, au ça va cinéma. mal. Je pense pas que c'est pour aller au cinéma à Kiev. Deuxièmement, quelles sont les décisions, les annonces de Blinken en termes de livraison d'armes? Il a été à Kiev, il a joué de la guitare. Vous avez vu, c'était sympathique cette petite soirée là. Oui, on a quoi, très on a- déplacé. 2 on a quoi- milliards de plus. on a quoi comme 2 annonce? milliards de Qu'est-ce qu'il a dit en vrai? Qu'est-ce qu'il a dit? Peut-être un patriote. C'est tout. Quoi d'autre de concret? Non mais quoi d'autre? Il y a 61 c'est milliards ça. d'aides qui Non mais quoi de concret maintenant? C'est maintenant, ils ont besoin maintenant. Et donc, Oui. Oui, il a Bah pas oui, dit grand-chose. oui. Il a Et pas donc, dit grand-chose. Ça ne veut voilà. pas dire que ça n'arrive Et pas. donc, Non mais quand? Au mois de juillet? Août? et donc, Attendez, Du coup, général, alors, vous voyez, général. non, il faut Attendez, il y a une différence entre les déclarations politiques, on va livrer 61 milliards, et de dire, à ce moment, à la frontière roumaine, on a 200 tonnes de munitions de 155 millimètres qui vont prendre le train cette nuit pour arriver à Kiev. Effectivement, quand on arrive, les fronts arrivent sur le terrain, on n'en parle plus, on n'en parle pas. S'ils sont en train de livrer, on sait qu'il y a des attaques MS qui ont été livrées parce qu'on a tiré dernièrement sur des objectifs stratégiques. On sait qu'il y a des Bradley qui sont arrivés. On sait que l'aide arrive, pas assez vite, vraisemblablement, on le sait. Mais il est évident que cette aide qui arrive, il faut lui maintenir le maximum de discrétion sur le plan militaire. On ne va pas médiatiser avec la fanfare le passage de la frontière avec la Roumanie quand même. Enfin, il faut être un petit peu sérieux sur le plan militaire. Après, si on ne veut pas que ça se fasse détruire, il faut évidemment que ça se passe dans la plus grande discrétion. En tout cas, il n'y a pas de défense antiaérienne nécessaire qui permette de protéger Kharkiv. ça, Elle n'a jamais existé. On le On le sait, ça. Oui. Qu'est-ce qui a changé? Oui, on le sait, mais ça, malheureusement, ça provoque des morts, mais ça ne joue pas le sort de la guerre du tout. Non, mais c'est la Ça- deuxième ville de l'Ukraine. Il n'y a pas de renfort, on est d'accord. formé qui arrive. Il n'y a pas de mobilisation générale. Mais le temps sujet. médiatique et pas le temps militaire. Parce que le danger, c'est Mais je dis juste que ça va pas très bien. J'ai pas dit que j'ai le pas danger, prononcé c'est autre chose. qu'on commente au quotidien l'avancée, le recul, etc. Il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul sur la manœuvre. On peut pas dire un jour, là ils ont perdu 2 km² depuis 3 jours, Mais donc ils sont en train de perdre. Mais ça se passe On va pas dire comme que ça sur la 15 guerre. jours, 3 semaines, c'est moyen. Ça ne se Là, passe pas comme ça la guerre. Bien sûr, mais Voilà. sur 15 jours, 3 semaines, c'est moyen, si on résume. Sur 15 jours, 3 semaines, c'est moyen pour les Russes, oui, leur avancée. Moi, je suis